Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Voyage en Cartothèque, un podcast du Salon des Arcanes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Morgane Mounès, Oui. qui est devenue une amie depuis le temps. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Donc je suis très contente de te recevoir, Morgane. D'autant plus que tu n'es pas forcément une très grande utilisatrice du tarot, C'est vrai. contrairement à mes précédents invités. Donc on Ouais, va pouvoir élargir un peu le spectre de la cartothèque et ça c'est très chouette. c'est clair. C'est vrai que je suis pas ta meilleure cliente en réalité, Nico. Je suis Non pas. mais tu vois, pourtant je t'invite quand même, donc C'est c'est que gentil. je ne t'en tiens pas rigueur. Non, ça va, ça me fait plaisir. Oui, tout à fait, comme tu le dis, je suis pas une grande consommatrice de tarot. J'ai pas une énorme cartothèque, donc ça peut être intéressant pour ton audience. D'avoir aussi un autre regard sur, on peut être tarologue, cartomancienne sans avoir forcément une immense collection de tarot, sans être forcément passionné de tarot. C'est pas une tare que d'avoir 1, 2, 12 tarots au lieu de 300. Super. Et pour les personnes qui nous écoutent, sachez que ce podcast est réalisé en direct, c'est-à-dire qu'on est assis l'un en face de l'autre. C'est Oui. la première fois, bon, sur 4 épisodes, c'est pas non plus un échantillon très représentatif, mais c'est quand même une petite nouveauté, un petit défi supplémentaire. Et on s'est rajouté un autre défi encore. On a mis la barre encore plus haut en se filmant. Donc, bonjour à celles et ceux qui nous regarderont sur YouTube. Enchantée. Ça risque d'être un petit peu bizarre de nous voir nous adresser à un micro plutôt qu'à une caméra. Mais bon, écoutez, vous ferez avec. Vous aurez l'avantage au moins sur YouTube de pouvoir voir un petit peu les jeux qu'on risque d'évoquer. Mhm. Morgane, on va rentrer dans le vif du sujet et je voulais rebondir par rapport à un échange que j'ai eu dans l'épisode précédent avec Grégory, Mhm. qui nous parlait beaucoup d'héritage familial. Mhm. C'était hyper intéressant. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous y renvoie, évidemment. Et je sais que toi, justement, tu as basé une grande partie de ta communication Ouais, en tant que cartomancienne et créatrice de contenu sur Internet. ouais. Tu pourras nous expliquer un peu toute ton activité. Mhm. Tu as basé une grande partie de ta communication sur justement le fait que non, tu ne descendais pas d'une lignée de cartomancienne, Mhm. tu ne descendais pas d'une lignée de sorcière, Ouais, ce n'était pas un don dans le sang ou dans la famille. carrément. Donc ça c'est intéressant, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus. Ouais, avec grand plaisir, puisque maintenant je suis rodée au niveau de ma communication. Parce que comme tu l'as mentionné, effectivement, ça fait longtemps que je prône, on va dire, le fait qu'on n'ait pas besoin d'avoir un don, qu'on n'ait pas besoin d'avoir, enfin, de venir d'une lignée de personnes qui tirent les cartes. Pour le faire à son tour, on peut devenir la première sorcière de sa lignée. Félicitations. Je te remercie. Et oui, moi j'ai découvert finalement le tarot très tardivement. Je suis pas du tout tombée dans la marmite petite. J'ai pas vu ma grand-mère tirer les cartes, à part pour jouer au poker avec papy, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est en 2018, je venais d'être diplômée. Donc moi, je viens du milieu paramédical, je suis orthophoniste à la base, donc j'ai fait 5 ans d'études. Et je finis par être diplômée avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme de enfin trouver ma voie, enfin me réaliser dans le monde professionnel. Et rien. Rien, le vide, le néant, non pas le burn-out, mais son inverse, c'est-à-dire le bore-out. Je me faisais mais chier, alors désolée, je vais être très vulgaire pendant ce podcast, je me faisais chier, mais comme un rat mort. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais alors que je voyais mes camarades de promo, mais être épanouis complètement, oh là là, mais c'est génial, mais tu te rends pas compte le bien qu'on fait, c'est tellement beau de voir l'éclair de génie, d'illumination dans le regard d'un enfant. Ouais, non, mais je te crois, hein, mais ouah, moi je vois le vide dans les yeux des enfants que j'ai en face de moi. Et donc, en fait, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, bien sûr. J'ai appliqué ce qu'on m'a enseigné à l'école, mais voilà, c'était douloureux pour moi. C'était vraiment fastidieux. Et puis, moi, quand j'ai été diplômée, je suis partie sur l'île de la Réunion. Et c'est là que, Par amour. oui, par amour, j'ai suivi mon copain qui est mon mari aujourd'hui. Et donc, je pars à 9000 km d'ici, je m'installe et
La Réunion, c'est une île très riche, c'est incroyable les énergies qu'il y a là-bas. Alors, oui, je vais parler en termes d'énergie, de spiritualité, mais il y a vraiment quelque chose sur cette île qui vous transporte, qui vous amène à d'autres niveaux, à d'autres sphères. Et c'est ce qui est arrivé pour moi. En fait, dès que je suis arrivée sur l'île, il y a quelque chose qui m'est venu de manière très permanente et très insistante, c'est j'ai envie de soigner avec les mains. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que je faisais. Je n'étais pas kiné, tu vois, ni ostéo. Rien à voir non plus avec mon histoire familiale. Genre, je veux dire, il n'y a pas de magnétiseur, d'énergéticien chez nous. Et bon, je me dis, ok, très bien. Donc, je vais chercher, je vais regarder déjà qu'est-ce que ça signifie soigner avec les mains. Et je tombe sur initiation au Reiki, donc il n'y a pas besoin justement d'avoir de magnétisme, d'avoir développé un certain don ou des certaines compétences en cette matière-là. Et donc je signe et c'est là que je rencontre, bon je n'ai pas du tout fait de Reiki, j'ai pas trop avancé là-dessus, mais j'ai rencontré une infirmière avec qui on a sympathisé et à qui j'ai avoué mes doutes quant à la voie professionnelle dans laquelle je m'étais engagée. Et elle m'a dit, ben moi aussi j'avais les mêmes interrogations que toi et je suis allée voir une tarologue et ça m'a beaucoup aidée. Tarologue n'était pas un mot qui faisait partie de mon vocabulaire, donc j'ai découvert en fait ce que c'était que de tirer les cartes à ce moment-là, avec tous les a priori que tu as à ce moment-là, c'est-à-dire, voilà, tu vas rentrer dans une tente enfumée d'encens, découvrir une nana avec un turban sur la tronche, tu vois. Pas du tout. Donc la tarologue que j'ai contactée s'appelle Rebecca, elle avait 30 ans à l'époque, donc hyper jeune, je ne m'attendais pas à ça. Elle consulte sur Facebook. What? On n'a pas besoin de se voir en direct pour que tu sondes le blanc de mes yeux. Et elle me fait un tirage. Et là, mais la révélation, quoi. Tant dans la forme que dans le fond, ce qu'elle me disait était tellement pertinent, était incroyable de justesse. Et j'étais fascinée par les mots qu'elle mettait sur les images là, qu'elle m'avait envoyées. Tu te rappelles le jeu qu'elle utilisait? Oui, c'était un Morgan Greer. Ok. Elle utilisait les mineurs du Morgan Greer et les majeurs du tarot de Marseille. Donc elle mélangeait les deux. Ouais, ouais. Donc déjà, tu vois, Sacrilège pour certains. je te jure, sacrilège pour certains, mais en plus, elle a niqué mais tellement de croyances que j'avais moi sur le sujet. Genre voilà, on mélange pas les jeux, on tire les cartes avec le consultant, il faut la photo, la date de naissance, le numéro de la sécurité sociale, tout ce que tu veux, tu vois. La main gauche, parce que c'est la main du cœur. Exactement, c'est ça. Et donc elle a explosé beaucoup de croyances. Et la dernière croyance qu'elle a explosée qui m'a fait rentrer dans ce monde-là, c'est que à la fin de la séance, je la félicite. Je lui dis waouh, mais c'était génial, franchement, tu as un don extraordinaire, merci beaucoup, ça m'aide beaucoup. Et là, elle m'a dit une phrase que je retiendrai toute ma vie et que je n'ai de cesse de répéter depuis. Elle me dit ah non, mais moi j'ai pas de don, je suis pas médium, je suis pas voyante, je suis tarologue et ce que je fais, tout le monde peut apprendre à le faire. Très bien, j'ai trouvé ma nouvelle voie professionnelle du coup. Et j'ai envie, juste petit aparté, du coup, qu'est-ce que tu as fait de cet appel que tu as ressenti en arrivant, de soigner avec les mains? Eh ben écoute, j'ai passé mes 3 niveaux de Reiki. Donc je suis arrivée au niveau 3, le niveau de maître, entre guillemets. Je me considère absolument pas comme maître. Et c'est tout ce que j'en ai fait. Si, j'ai appelé mon chien Reiki, voilà. C'est vrai, Mais après, un chien très intelligent. Oui. Mais après, non, je n'ai rien fait d'autre. Mais c'est marrant, tu vois, ces intuitions que tu as, qu'on peut avoir, qui nous poussent à faire des choses, mais qui sont finalement des portes, des passages vers autre chose. Et je savais que j'avais pas envie de devenir magnétiseuse, j'avais pas envie d'être énergéticienne. Je savais dès le moment où j'ai fait mon initiation au Reiki que c'est pas ça que je veux faire. Il y a autre chose. C'est qu'une porte, c'est qu'un passage. Et finalement, tu utilises quand même tes mains Ouais. en tirant les cartes Ouais. de façon à soigner, peut-être pas dans le sens où on l'entend, Oui. mais en tout cas à guider les gens, ce qui revient d'une certaine façon finalement à leur permettre de se soigner et en tout cas de soigner leur vie entre guillemets. C'est ça, tout à fait. Et je me rends compte aussi petit à petit, progressivement, du lien aussi qu'il y a entre l'orthophonie, donc le fait de
rééduquer la parole avec finalement la cartomancie, où il y a ce langage qui est au centre, ce langage, sa symbolique, les codes décodés, encodés, les messages, et je trouve ça assez fascinant de voir que tout est lié dans nos vies en fait, et tout peut-être n'est qu'un passage, n'est qu'une porte, peut-être que ce que je suis en train de faire c'est aussi qu'un passage et ça m'amènera à autre chose, mais en tout cas pour l'instant j'aime bien là où je suis. Mais c'est vrai que c'est un message, alors là on s'éloigne complètement d'un petit peu, enfin complètement un petit peu, peu importe, de la thématique, Mm. mais c'est vrai que c'est un message qui est important, il me semble, parce que moi je le partage, c'est vrai que je partage ce message de, parfois on traverse des périodes où on se sent un petit peu perdu, Mm. voire complètement en difficulté, en Ouais. souffrance, et on se rend compte a posteriori, Mm. après plusieurs mois, plusieurs années, que finalement si on n'était pas passé par ça, Ouais. on n'aurait pas abouti à ce qu'on a découvert entre-temps, à Oui. ce qui nous a permis de nous révéler, de nous réorienter. Mhm. Donc c'est Mm. vrai que c'est chouette de pouvoir en parler. Mm, mm. Je suis d'accord. Et avant de continuer sur cette découverte de la cartomancie, du coup, j'ai envie de rentrer directement dans un sujet qui me tient à cœur, Ouais. c'est-à-dire que, ok, il ne faut pas de don, Ouais. tout le monde peut apprendre, Ouais. et du coup, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne la cartomancie? Puisque, est-ce que finalement, c'est vraiment un système qu'il suffit d'apprendre, Mhm. ou est-ce que ça, il, il faut quand même, à force de travail, ouvrir un certain champ de perception, Mhm. champ de conscience, appelle-le comme tu Ouais, veux. ouais. Est-ce que du coup c'est toi, une part de toi qui guide les cartes qui Mm. sortent? Est-ce Mm. que c'est une part de l'univers qui guide les cartes qui Ouais, sortent? ouais. Tu vois un peu où Ok. je veux en venir? Ouais, C'est totalement, comment totalement. tu Quelle est ma conçois? théorie? Ouais. Quelle est ma théorie sur le sujet? Oui, parce que là on est vraiment dans les croyances Oui, personnelles. tout Voilà. à fait, absolument. C'est ma gnose personnelle, et ma gnose personnelle te dit, j'en sais foutre rien. Très bien, Je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais ça mais fonctionne. ça fonctionne. Alors, pour les nouveaux pratiquants qui ont envie, qui m'entendent, qui me disent, ah ouais, on peut pratiquer sans don, oui, carrément. Ok, comment on fait? Eh bien, comme tu dis, à force de travail, de pratique, de discipline, de régularité, de pas se baisser les bras, genre, ah, j'ai pas réussi, j'ai tiré une carte et ça voulait pas dire ce qui s'est passé, ou je me suis complètement trompée dans mon interprétation. Mais baissez pas les bras, persévérez. Euh, mais alors après, comment ça fonctionne? Je sais pas. Moi, je suis toujours très naïve. Je crois profondément à la bonté de l'être humain. Et donc, j'avais tendance à croire beaucoup de choses, à intégrer les croyances des autres que j'estimais fiables. Tu vois, que je me dis, oh, waouh, il est beau, il est intelligent, elle est belle, elle est intelligente, elle a l'air vachement spirituelle. Je vais prendre tout ce qu'elle dit et je vais l'intégrer comme croyance. Donc j'ai pendant longtemps cru en l'existence des guides, et je ne dis pas qu'ils n'existent pas, je dis que moi aujourd'hui c'est une croyance que j'ai abandonnée. J'ai cru en une force effectivement qui te guide, mais aujourd'hui je pense que c'est plus nous qui lisons le message qu'on a besoin d'entendre, et si on le lit à quelqu'un d'autre, eh bien c'est un message qu'on interprète, mais toujours à travers notre filtre à nous. Est-ce qu'on comprend de la situation de l'autre? Est-ce qu'on a envie de lui transmettre comme message par le prisme de la carte? Voilà, ce à quoi ça correspond à peu près ma vision de la cartomancie. La notion de filtre, elle me paraît hyper importante. Pareil, c'est un sujet que j'ai déjà pu aborder dans les épisodes précédents, sur cette distinction et cette différence entre ce qu'on veut exprimer, ce qu'on exprime vraiment, Oui, ce que l'autre entend, ce que l'autre oui, veut comprendre. tout à fait. En venant du métier d'orthophoniste, est-ce que Ouais, ça t'aide? ouais, carrément. Carrément. De savoir comment transmettre un message et de surtout l'enregistrer. Garder une trace, parce que, oh mon Dieu, c'est exactement ce que tu dis, et c'est un sujet que vous aviez abordé avec Grégory Grégory. a fait référence à une de tes anecdotes, C'est justement. ça, exactement, c'est ça. En fait, moi, je fais beaucoup attention à comment je transmets le message, les mots que je choisis, et surtout, je mets un point d'honneur à chaque fois, résumer en une phrase courte et claire le message global de la carte et le message global du tirage, pour que ce soit vraiment bien clair ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Et alors, à une certaine époque, il y a un mois, je faisais encore des consultations. Là, maintenant, j'en fais plus, mais je reprendrai peut-être un jour.
Je mettais vraiment un point d'honneur à enregistrer mes messages, à fournir un message plutôt vocal, parce qu'on peut dire plus de choses à l'oral, on peut y mettre une intention, qu'à l'écrit, il peut vite y avoir des oublis, ou tu sais, tu passes un passage, t'écoutes pas. Je dis aussi à mes consultants, écoutez une première fois, laissez infuser et réécoutez plus tard. Et il y a souvent des messages au début, c'est ton cerveau, il filtre parce qu'il veut entendre le truc qu'il attend. Et il occulte tout le reste. Donc il peut entendre, oui, il va revenir, mais il n'entendra pas pour venir chercher ses affaires et se barrer une dernière fois, tu vois. Donc oui, être passé par la case orthophonie et la case de l'expression du langage et la compréhension, je pense que ça m'aide dans la synthèse de mes messages et ce que je transmets aussi en termes de clarté et de cohérence. Ok, reprenons le fil. Du coup, tu nous as laissé en 2018 sur l'île de la Réunion. Ouais. Formation Reiki, Uh-huh. rencontre avec une infirmière qui t'incite à découvrir, à aller consulter une tarologue que tu consultes. Révélation. Carrément. Et là, comment tu te démènes avec tout ça? Par quel bout de la lorgnette tu attaques le sujet? Ouais, ben écoute, passion dévorante, mais c'est marrant parce que même si Rebecca a utilisé le tarot pour me faire découvrir finalement la cartomancie, c'est pas du tout par le tarot que j'ai commencé. J'ai commencé par l'oracle G. Mon tout premier jeu, c'est un oracle G. Le jeu qui a suivi derrière, c'est l'oracle Béline. Et puis après, je les compte pas parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup. J'ai été dans une espèce de frénésie d'achat, frénésie d'apprendre, je veux tout savoir, je veux regarder plein de vidéos sur YouTube, je veux faire plein de formations, j'ai envie de faire plein de tirages. Et c'est à ce moment-là que j'étais un petit peu frustrée par mon cercle social qui était assez restreint et auquel je pouvais pas toujours tout le temps les utiliser comme cobaye, tu vois. Et du coup, c'est là, à ce moment-là que je me suis dit, tiens, j'ai un petit compte Instagram que j'avais ouvert quand j'étais à la fac. Je vais le reprendre et je vais proposer à mes potes de fac, à ma famille, à mes cousins, à mes amis de l'école qui me suivent là-dessus, de faire des tirages. Et donc, j'avais mis des stories avec je m'entraîne à tirer les cartes, qui c'est qui veut un tirage? Et en fait, c'est marrant parce que ce compte, il était public. Et petit à petit, il y a des gens qui m'ont suivi, que je connaissais pas, des étrangers, qui m'ont demandé aussi des tirages de cartes. Et ça a été un peu l'épreuve du feu, tu vois, parce que jusqu'à présent, tu sais, tu tires les cartes pour tes potes de fac et tout, tu les connais un peu. Et là, c'était des totales inconnus, toto-inconnus, je ne sais pas comment on dit, qui te demandent, ok, j'aimerais bien un message pour ma vie sentimentale. Mais d'accord, mais t'es en couple, t'es célibataire, c'est quoi ta vie sentimentale en fait? Et donc là, tu te débrouilles, en fait, tu tires les cartes, tu fais ton petit protocole là avec l'oracle G, énergie générale, passé, présent, futur. Et puis tu te rends compte que ça percute quoi, ça fonctionne sur des gens que tu ne connais pas et qui te disent mais tu me suis? Mais qui êtes-vous? C'est fou. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, il y a vraiment un truc. Et donc j'ai pratiqué jusqu'à décider au bout d'1 an à peu près d'arrêter complètement l'orthophonie et de me mettre à mon compte. Donc je me suis radiée de l'ARS. Alors fun fact, je me suis radiée de l'ARS, j'ai choisi ma date sans vraiment faire attention. Mais le jour où j'ai été radiée de l'ARS, donc qui est l'Agence régionale de santé à La Réunion, c'est à La Réunion ce qu'on fête, on fait la fête CAF. Et la fête CAF, c'est la fête de la libération de l'esclavage en fait. Ok. Voilà, et j'ai créé après mon entreprise le 21 décembre au solstice. Voilà, j'étais contente. Ça tombait bien. Donc du coup, à cette époque, tu utilisais un seul jeu? Non, j'en avais 30. Ah, tu avais déjà commencé à... Ouais. Okay. Mais j'utilisais beaucoup l'oracle G, l'oracle Béline, et pas mal d'oracles à message, type oracle du peuple animal, ce genre de choses. Mais en fait, comme je te disais, j'avais une frénésie d'achat, donc j'achetais, putain, je passais des heures au rayon culturel là, du Leclerc. J'allais voir dans les boutiques ésotériques. Alors à La Réunion, il n'y en avait pas beaucoup. Et en plus, les jeux coûtaient vachement plus cher qu'en métropole. Ouais. Mais bon, voilà, c'était mon petit plaisir, je dépensais de l'argent là-dedans. Mais ce qui était frustrant, c'est que parfois, je l'utilisais une fois le jeu, je me rendais compte que, bof, et je l'abandonnais sur une étagère, tu vois.
Donc ouais, je l'ai poncé, l'oracle G, j'ai poncé l'oracle Béline, mais tous les autres, finalement, je m'en suis libérée petit à petit. Je pense qu'on a tous eu, toutes et tous, eu Mm. ce début de frénésie Oui, qui, chez certains et certaines, a perduré oui. jusqu'à encore maintenant, et d'autres l'ont petit à petit abandonné. Ouais, ouais, ouais. Tu tirais pour toi aussi à cette époque-là ou... Ouais, j'étais mon Ok. premier cobaye. Et ça aussi, ça a été une croyance qu'on libère assez vite. C'est la croyance de ah, mais ça marche pas pour soi. Tu vois, quand je dis je tire les cartes, ah oui, mais du coup, t'arrives pas à te le faire sur toi. Enfin, si, j'arrive, je suis mon premier cobaye en fait. C'est sur moi que j'ai fait mes premières expériences. Et encore aujourd'hui, quand je découvre des tirages, je me dis oh, ça a l'air trop bien, vas-y, je vais le faire sur moi. Oh, ça percute, ça marche bien, ok, ben vas-y, je vais le proposer à d'autres personnes. Mais ouais, donc je faisais mes propres tirages. Mm. Et à partir de quand le tarot, du coup, le système, a Ouais. commencé à rentrer dans ta cartothèque? Ben, peu de temps après les oracles, finalement, mon premier tarot, c'était le tarot des mondes oniriques, que mon chien a mangé. Donc je suis très triste. Reiki a mangé les mondes Reiki a oniriques? mangé les mondes oniriques. Petit bâtard, va. J'ai le droit de le dire, c'est un bâtard. Pour de vrai. Mais c'était mon tout premier tarot et après il y a eu le Wild Unknown. Ça a été l'époque où en fait je consommais beaucoup de vidéos sur YouTube sur comment on tire les cartes et qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut faire des rituels, des trucs machin, mais ça disait tellement tout et n'importe quoi que j'ai vite, pareil, arrêté tout ça là, allume une bougie, tape dans ton bol tibétain, tourne 3 fois sur toi-même, oh oh oh, on va se calmer, je vais déjà prendre mon jeu et ça ira très bien. Et finalement, le seul objet rituel que j'ai gardé, c'est un tapis de tirage. Ok. Ouais, j'aime bien prendre un tapis de tirage, l'ouvrir, et ça fait comme ouvrir un espace, en fait, à la fois physique et mental, pour que, hop, je m'adonne à la pratique de la cartomancie. Euh, et le tarot est arrivé par le biais de Margot, Robert Winterhalter. Ça a été une des premières que j'ai découvert dans ce monde-là. J'avais vu sur Instagram qu'elle faisait sa formation initiation au tarot intuitif, mais qu'elle avait fermé à cette époque-là, au moment où moi je l'ai contactée. C'était une formation qui était fermée, qu'elle allait réouvrir. Et quand elle a réouverte, ben, je l'ai prise et donc je me suis formée au tarot comme ça. Donc le Rider-Waite-Smith. Ouais, c'est ça. Jamais le Marseille. Jamais. Pas pour l'instant, en tout cas. Il faut jamais dire jamais. Ok. Restons sur les systèmes. Donc Rider-Waite-Smith, Mm. pas Marseille, Non. Thoth. Très récemment, le TOT. Et à toute petite dose, parce que c'est un système qui est plus ésotérique et qui mêle beaucoup d'astrologie. Et moi, je pipe rien à l'astrologie. Donc, tranquille sur le TOT. Ok. Donc le Rider-Waite fait son entrée Ouais. dans ta vie. Mm. Il n'en est pas ressorti. Jamais. Non, en Jamais. effet. Ouais, ouais. Je ne jure que par lui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a été reproché par certains confrères et consoeurs de ne pas m'ouvrir au tarot de Marseille, qui est le tarot originel, et de conseiller d'ailleurs aux débutants, commencer par le Rider-Waite, parce que en fait les arcanes mineurs sont illustrés, donc c'est plus facile d'interpréter de manière intuitive. Quand tu vois un 3 d'épée, bon bah tu comprends qu'il s'est passé une couille, quoi, il y a eu un petit souci. Quand tu vois juste 3 épées dessinées, ok, tu peux te dire, ok, bon bah, il y a un conflit, mais là je te dis ça parce que je sais ce que signifie un 3 d'épée, mais voilà, le Rider-Waite est quand même beaucoup plus intuitif qu'un tarot de Marseille, et donc j'invite les débutants qui veulent se lancer dans l'apprentissage à passer par un Rider-Waite, ce qui m'est parfois reproché par d'autres confrères et consoeurs qui ne jurent que par le Marseille. Ce que je comprends, parce que voilà, c'est un système ancestral, on va dire, c'est le système originel, mais je suis désolée, je le trouve moche, ce tarot. Voilà. C'est surtout qu'on est un peu chauvin, je pense, en France, et qu'on Peut-être. aime bien protéger notre tarot de Marseille. Mais oui, oui. Après, c'est vrai qu'il est un peu plus difficile d'accès. Oui, c'est ça, exactement. Plus ésotérique en l'occurrence, plus hermétique. Pour moi, je parle pour moi. Ouais. En termes de cartothèque, du coup, donc ça rentre, ça sort. Tu as eu cette frénésie dont tu t'es un petit peu débarrassé quand même, Ouais. jusqu'au moment où il fallait que tes jeux rentrent sur une étagère. Oui. Voilà, c'était pas plus, pas Ouais, moins. ouais.
Donc, il y en a un qui arrive, il y en a un qui sort. Exactement. Voilà. Pourquoi, comment? Pourquoi? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée? Ouais, tout à fait. Alors en fait, effectivement, je suis rentrée dans cette frénésie d'achat et puis je suis rentrée dans la cartomancie aussi accompagnée par la spiritualité New Age. Je suis passée par cette case-là, j'ai suivi des gourous, des maîtres à penser New Age, donc passé par voilà, le côté les guides spirituels, la mission de vie, tout ça. Je m'en suis détachée depuis. Et en fait, c'est aussi la spiritualité qui m'a arrêtée dans ma surconsommation de jeux. À me dire, mais ok, t'as 30 jeux là devant toi, mais t'en fais quoi? Pourquoi tu les as? À quoi ça te sert? Et depuis, j'ai gardé ce côté-là, est-ce que ça va me servir? Moi, j'utilise le tarot vraiment d'une manière utilitaire. Il faut que ça me serve, il faut que les cartes, elles glissent, mais pas trop. Il faut que les cartes, ça me parle. Il faut que ça rentre dans ma poche, il faut que ça rentre dans ma banane quand je pars, tu vois, en week-end, en voyage. Donc je me suis libérée d'une énorme partie de ma collection. Du début de ma collection, je n'ai gardé que l'Oracle G et l'Oracle Béline. Tous les autres jeux sont partis, soit dévorés par mon chien, soit donnés, revendus, etc. Et depuis, effectivement, j'ai eu cette règle, je me suis imposé cette règle. J'avais un petit bureau avec une petite étagère là, et la règle c'était tout doit rentrer dans cette étagère. Et il n'y a pas grand-chose qui est rentré dans cette étagère. Et si j'avais envie d'un nouveau tarot parce que le Salon des Arcanes a sorti une pépite, eh ben, il fallait obligatoirement qu'un de mes tarots de mon étagère sorte. Donc, ça te fait un sacré filtre quand même. Tu te poses la question, tu te demandes est-ce que vraiment je veux me débarrasser de mon Wild Unknown, de mon Somnia Tarot, de mon Meraki. Parfois c'est indirect, c'est oui, je l'ai utilisé que 3 fois, allez, ciao, ciao. Et parfois c'est ah non, celui-là je l'aime bien quand même, donc je vais le garder. Et puis tant pis, pour l'autre, je le verrai sur YouTube, je le verrai tiré par des copines. Voilà. Ouais, la règle de l'étagère. Heureusement, tu as déménagé et changé de bibliothèque. Oui. Et donc, tu as aujourd'hui une étagère bien plus grande. Oui. Ouf pour moi. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai une étagère bien plus grande et je les ai comptés là d'ailleurs tout à l'heure mes jeux. Parce que je me dis, oui, moi j'ai que 2 tarots, mais en réalité c'est pas vrai, hein. J'ai 14 jeux chez moi, je suis pas si minimaliste que ça. Mais ils ont chacun leur place et leur utilité. Il y a... Vas-y, 14, on peut les faire. Oui, 14, ça Allez, va. tu peux tous. J'ai 2 petits Lenormand, Ok. le Pixie, le Terra. J'ai 2 oracles divinatoires, donc l'oracle Béline et l'oracle G. J'ai un oracle message doudou. J'aime pas les oracles à message, mais j'ai un oracle message doudou qui est le Thistledown, que j'aime beaucoup, qui est trop chou en fait. Il est tout. Vraiment, il est doudou, il est self-care, il est cosy, c'est choupi quoi. Après, j'ai 5 tarots de référence. Ce que j'appelle les tarots de référence, ça va être un tarot de Marseille pur et dur, pas du tout. Le classique. Oui, voilà, le classique. Alors, je saurais pas te dire par contre lequel, parce qu'entre les Dodal, les Noblés, les type 1, type 2, en fait, je pipe rien à ça. J'ai un tarot de Marseille. J'ai un tarot Rider-Waite classique, original. J'ai un tarot de Thoth, pareil, d'Aleister Crowley, classique. J'ai un tarot à jouer et j'ai récemment acquis le Grand Tétélia. Donc, 5 tarots de référence, voilà, ça c'est la référence, c'est l'unique, le seul, l'originel. Le Eteia, tu le places en tarot. Ouais. Ok, c'est un tarot. Ouais, okay, il a 78 je le connais pas cartes. Du tout. Hein. Ouais, il a 78 cartes et à la base c'est un tarot, mais c'est vrai que tu retrouves pas. Alors tu vas retrouver les arcanes mineurs, mais dans les majeurs c'est totalement différent. Mais c'est intéressant, c'est un système intéressant à étudier qui n'a pas du tout, je pense, trouvé sa place autant que le tarot de Marseille ou le Rider-Waite ou même l'oracle Béline ou G. Parce que c'est un tarot qui est français, je crois, c'est Jean-Baptiste Aliette, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle Etelia, c'est son nom inversé, qu'il avait créé. Et si à son époque ça avait bien marché, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus abandonné. Voilà, mais bon, il a sa place dans mon étagère, on l'accepte. Et après, il y a 4 tarots, donc c'est 5 tarots de référence, je les utilise quasiment jamais, mais ils sont là. C'est pour ton apprentissage en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour les sessions d'études où j'ai envie de comparer une arcane sans nom avec l'arcane de la mort du Rider-Waite. Quand je suis prise comme ça d'une envie d'étudier, mais c'est rare. Bisous Sylvie, je sais que pour toi c'est sacré, mais c'est vrai que moi je n'étudie pas le tarot.
Et après, j'ai 4 tarots que j'utilise vraiment au quotidien, qui ont une fonction, quoi. J'ai le Marseille Waite d'Emmanuel Liger, j'ai le Moderne UE, je sais même pas si on dit Moderne U, Je sais pas. Moderne Alors, on U. les a, comme on est filmé, Oui. j'ai pris les boîtes. Donc, le Marseille Waite, qu'on ne présente plus, je pense, de Ouais. Emmanuel Liger et Alice Laverty, Carrément. qui est, pour l'avoir depuis peu, une vraie pépite, hein, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Il est d'une pertinence, d'une efficacité incroyable. Ouais, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs qu'elles ont choisies pour ce tarot. Et j'ai la chance au Tarot Festival, alors pas celui de 2023, mais celui de 2022, d'avoir acheté à Emmanuel la pochette, l'étui qu'elle-même a confectionné pour y mettre son jeu. Donc je suis ravie de cet achat. Et donc son jeu est dans cet étui en cuir qu'elle a confectionné elle-même. Il est beaucoup plus usé que le mien. Ouais. Tu l'as depuis plus longtemps, mais je pense que tu l'utilises aussi beaucoup plus que Oui, moi. oui, oui, je pense. Et j'aime ça, en fait. J'aime quand les tarots sont usés. J'aime quand les jeux sont usés parce que ça montre qu'ils ont vécu, qu'ils ont servi, qu'on les a utilisés, qu'on les a poncés, qu'ils ont servi à d'autres aussi. Et donc, j'aime aussi, quand je choisis des jeux, j'aime que les cartes soient un petit peu rugueuses, justement, pour pouvoir les patiner. Ce qui n'est pas le cas pour le Moderne U. Alors, le Moderne U, je le montre à la caméra, hein, excusez-nous, les auditeurs, les auditrices. Grâce ou à cause de toi, j'ai énormément de demandes pour ce jeu qui est à l'heure actuelle en rupture d'édition. Oh, sorry. Et donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais déjà, j'ai envie de commenter. En fait, tu as des jeux classiques, les 5 dont tu nous as parlé. Ouais. Tu as les jeux que tu utilises quasiment au quotidien dans ta pratique, dans tes consultations. Mais c'est quasiment... Alors, avec des nuances évidemment, chaque jeu est différent, mais un peu les mêmes. C'est de la représentation hyper traditionnelle. Complètement. Complètement. C'est ce que j'aime en fait. On parlait tout à l'heure du Cosmic Cycles, et on peut en parler d'ailleurs. C'est un tarot que j'ai eu, que j'avais acheté, et dont je me suis libérée, je ne vais pas dire débarrassée, parce que respectons, je me suis libérée de ce tarot parce que certaines images étaient trop éloignées de la représentation traditionnelle du Rider-Waite Smith, et du coup, pour moi, ça m'allait pas. Donc, c'est vrai que je suis très attachée à la représentation traditionnelle, et j'aime bien quand, ok, tu prends des libertés quant aux couleurs, quant à la modernisation du jeu. J'ai beaucoup aimé pendant un temps le This Might Hurt Tarot, parce que ça reprenait quand même l'imagerie classique du jeu, tout en la modernisant, en la rendant inclusive, etc. Donc ça, c'est un tarot que je recommande aux débutants, par exemple, parce que il y a vraiment cette fibre moderne, colorée, très bande dessinée, tu vois, tout en gardant l'essence, on va dire, du Rider-Waite classique. Le This My Heart, hein. Ouais, le This Might Hurt. Ouais, dont tu t'es débarrassé quand même entre-temps. Donc je me suis débarrassée parce que j'en ai voulu un autre, et du coup celui-là il a été libéré de l'étagère. Tout à fait, il a fait le bonheur de quelqu'un d'autre, en étant pourri, hein. Je l'ai poncé celui-là aussi, hein. Donc j'avais prévenu que voilà, ce sont mes jeux d'occasion. Bon, forcément tu brades les prix, mais c'est pas important, moi je m'en fiche, je fais pas d'argent là-dessus. Mais je préfère qu'ils voyagent, qu'ils vivent, plutôt qu'ils prennent la poussière sur l'étagère. Voilà. Je comprends. Ok, donc revenons. Marseille Waite, Moderne U. Ouais. Je te vois pas trop l'utiliser pourtant, le Moderne U. Non, parce que tu sais, c'est ce que je disais, j'aime pas trop la texture des cartes qui est trop glissante. Okay. Et du coup, ça me gêne dans son utilisation. Je vais plutôt l'utiliser pour me tirer peut-être une carte du jour, ou étudier, tiens, en ce moment j'étudie ma carte de l'année qui est la carte de la lune, où j'aime beaucoup parce que c'est vraiment graphiquement le Rider-Waite classique, mais avec des taches d'aquarelle, donc c'est beau. Mais c'est vrai que je l'utilise pas trop, mais je l'aime beaucoup parce que parce que c'est un Rider-Waite en fait. Tout simplement. Donc il y a celui-là, il y a le Spacious. Ok. Le Spacious Tarot qui est là depuis longtemps, qui lui n'a aucune représentation classique du Rider-Waite Smith, mais que j'aime beaucoup parce qu'il y a 0 personnage dessus. Ce sont que des tableaux,
magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Il y a des animaux qui sont représentés par les personnages de la cour. J'aime le fait qu'ils ont choisi le même animal pour les quatre, à chaque fois les quatre personnages des suites, donc les corbeaux, les ours, les poissons et... qu'est-ce que j'oublie? Tu me mets une colle en plus. Les deniers, les ours, les épées, les corbeaux, les coupes, les poissons, les bâtons, les salamandres. Salamandre, c'est Voilà, ça. salamandre. Voilà, donc j'aime aussi qu'il y ait une cohérence. Ce que je ne retrouve pas toujours dans tous les tarots, qui fait que quand je les découvre pour la première fois, j'aime étaler toutes les cartes devant moi, mettre voilà 1, 2, 3, toute la suite devant, et voir le lien, la cohérence. Pour ça, je remercie James Reeds qui a fait le Prismavision, qu'est-ce qu'il y a Light d'autre? Visions, Light Vision, Cosmavisions. Cosmavision, voilà, c'est ça. Et puis le petit gros Et dont on voilà. parlera. Ouais. On pourra parler après du Green Glyph Collector. Carrément. Et ça, j'aime beaucoup sa patte et le fait qu'il fasse toute une bande dessinée qu'il y ait de la cohérence dans le graphisme, dans les couleurs, dans les nuances. Plus tu vas loin, plus ça s'assombrit, ou au contraire, plus tu vas loin, plus ça s'éclaire. Et en fait, juste pour préciser pour les oui. personnes qui ne connaîtraient pas ces jeux, la collection Visions, Prisma Visions, Light Visions, Cosma Visions, en fait, chaque suite représente une ligne. Ouais. Chaque carte mise l'une à la suite des autres Mhm. forme une scène, C'est ça. un tableau Mhm. qui, alors horizontal, hein, du coup, mais voilà, chaque carte s'imbrique dans l'autre. Oui. Et forme du coup comme une histoire, finalement. Une fresque. Une frise, une fresque, Ouais. effectivement, qui permet d'avoir une certaine continuité, évolution, logique, tout ce que tu disais, et de voir vraiment du coup oui, l'évolution de la suite à travers chaque carte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc merci James pour ça, parce qu'il y a certains tarots sur lesquels je suis tombée, que ce soit dans les mass market ou dans les indies, où je suis frustrée quoi, de voir que putain, sur une carte c'est magnifique, le regard de la reine de denier est incroyable, et puis à côté t'as le valet d'épée où t'as l'impression que c'est un bonhomme bâton quoi qui est dessiné. C'est abusé, t'es là, mais enfin vous avez pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre... c'est quoi ça? Et pareil, sur un autre tarot, je le nommerai pas, mais sur un autre tarot, il y a une certaine beauté, il y a beaucoup de grâce sur des cartes, et je me dis, waouh, mais il est magnifique ce tarot. Et puis tu tombes sur un fou où c'est un carton ouvert, quoi, avec des joyaux qui sortent, et tu dis, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Quel est le rapport? Donc ouais, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont acheter un tarot parce que leur carte de référence, leur carte signifiante, ça leur parle de ouf, et rien que pour cette carte, ils vont acheter le jeu entier. Moi, c'est pas le cas, parce que je me sers de mes jeux et que je veux qu'à chaque fois que je tourne une carte, je me dise ouais, celle-là est stylée quand même, cette carte elle est bien. Et tout, tu la comprends en fait. Ouais. Ouais. C'est ça, voilà. Ok. Donc on en a parlé que 2 là dans ta collection. Le Marseille Waite, le Modernu, le Spacious. Ouais, 3, pardon. Et le dernier, alors c'est un que normalement je pensais que j'utiliserais, mais en fait je l'utilise pas. J'ai racheté d'occasion un tarot des mondes oniriques. Ok. Parce que c'est mon tout premier tarot que mon chien a dévoré. Et que... Peut-être à raison du coup. Oui, peut-être. Et que je me suis dit, j'ai envie de l'avoir celui-là. Et c'est marrant parce que j'ai refait toute mon identité visuelle sur Instagram au début de l'année 2023. Et en inspiration, j'ai utilisé une photo où il y a 3 cartes de ce jeu. Donc il y a du blanc, il y a du rose, un petit peu vieux rose, et il y a ce violet magnifique qui est devenu un petit peu ma couleur, tu vois. Ah, ça vient donc de là. Ça vient donc de Ok. c'est cette photo qui a créé mon identité visuelle, et donc j'ai filé ça à ma graphiste et j'ai dit je veux ça. Et donc je me suis dit mais c'est con quand même d'utiliser cette photo avec ce tarot en identité visuelle et de pas l'avoir avec moi. Et donc j'en ai racheté un, mais c'est pas pareil. C'est pas le mien, c'est pas le premier. Et du coup, je l'utilise jamais. Mais il est là. Voilà, je sais pas s'il restera longtemps. Il a failli partir un moment. J'avais une acheteuse potentielle qui m'avait dit celui-là je le prends. Et en fait, au moment de lui dire ok, pas de souci, j'ai été retenue.
Je me suis dit, non, ok, je le garde. Donc, bon, il est là, mais c'est vrai que je l'utilise très peu. Et le dernier dont tu n'as pas encore parlé, Ouais, je crois, ouais, c'est le coffret intégral oui, du Green Glyph de James Herritz, tout à fait. acquis au Salon des Arcanes évidemment, Mais bien sûr, notre receleur à tous. parce que ce coffret, il comprend un tarot, Mhm, un oracle, mhm, un petit Lenormand ouais, et un jeu de runes, parce que tu ouais, t'intéresses aussi beaucoup, et de plus en plus j'ai l'impression, ouais, aux runes. c'est vrai, c'est vrai. Et James Herriot, c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Oui, montre. Oh hey! Attention, on a failli le perdre. C'est la chute. J'aime beaucoup ces dessins minimalistes dans ce jeu. J'aime la taille des cartes. En fait, j'aime tout dans ce jeu. Peut-être un peu moins les dorures voilà, un peu Il y a trop beaucoup de excessives. dorures. Il y a beaucoup de dorures, surtout sur l'oracle. Il y a des dorures partout. Mais j'aime beaucoup sa patte, j'aime beaucoup ses dessins, j'aime beaucoup le côté minimaliste, j'aime les couleurs qu'il emploie. Et en fait, j'ai pris ce jeu, j'avais déjà le petit Lenormand chez toi. J'ai revendu mon petit Lenormand pour acquérir le gros tas, ce que j'appelle le gros tas. Et en fait, pendant longtemps, je me suis astreinte à prendre le tarot, hop, je tire avec le tarot, mais encore que c'est pas très pratique le tarot tout seul parce que c'est des cartes assez petites et il y en a 78, les cartes sont assez épaisses. Donc ça te fait vite un truc comme ça dans les mains et c'est pas facile à mélanger, je trouve. Et donc je séparais les jeux. Et puis dans son livret, dans le livre qui accompagne le Green Glyph, à la fin, il dit fais un méga deck. Genre, vas-y, fais-toi plaisir, mélange toutes les cartes. Je suis arrivée là, je dis, oh ouais, grave. Et donc j'ai ouvert toutes les boîtes et j'ai vidé toutes les cartes dans la grosse boîte qui contient les quatre coffrets. Et je mélange, je mélange, je mélange. Et donc j'appelle ça mon gros tas parce qu'il y a 4 jeux dedans mélangés. Et j'aime bien, tu vois, mélanger et prendre une carte du jour. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est la carte mystère. Tu tires la carte, tu la caches, tu la regardes pas jusqu'au soir. Et le soir, tu découvres ta carte et tu essaies de faire le rapport entre ce qui s'est passé dans ta journée et la carte que tu as tirée. Et j'aime beaucoup en fait cette utilisation un petit peu, comme tu disais, sacrilège du tarot, parce que là tu mélanges le tarot, l'oracle, les runes, oh mon dieu, les runes, le normand, et tu tires qu'une carte en plus, oh mon dieu, mais ça va pas du tout, et tu mélanges, oh mon dieu, mais non. Et j'aime bien en fait être un peu iconoclaste, tu vois. Et alors, j'ai plein de questions, évidemment, ça, c'est dans le fil de la conversation. Déjà, le tarot, le Green Glyph, oui, c'est ça, Green Glyph tarot, Ouais. il s'éloigne quand même des représentations traditionnelles que tu apprécies Oui, d'ordinaire. alors pas trop dans les majeurs. Les majeurs, je trouve qu'il a respecté quand même assez la fibre, on va dire, du tarot. Les mineurs un peu plus. Les mineurs, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal dans certaines représentations, certains choix qu'il a fait. Mais bon, après, c'est pas gênant pour moi parce que j'arrive à un certain niveau qui fait que, voilà, tu me mets un 2 de denier, tu me mets 2 cailloux, bon, je sais quand même ce que signifie un 2 de denier. Mais c'est vrai que c'est pas un tarot que je conseillerais aux débutants, par exemple. Voilà. Ok, ouais, Ouais. ça fait sens. Mm. Du coup, tu mélanges tous les systèmes, Ouais. et comment tu t'y retrouves? Est-ce que tu t'y retrouves quand même finalement intuitivement Mm. et avec les connaissances que tu as pu Mm. acquérir dans le système du tarot, dans le petit Lenormand, dans les Ouais. runes, Ouais. mais l'oracle, tu peux pas, Oui. il n'y a pas de système, Ouais, donc ouais. ou est-ce que tu es quand même obligé de te référer au livret, Ouais. parce qu'on entend beaucoup quand même, non mais l'intérêt c'est pas de se référer au livret, les Mm. livrets c'est bien, les livrets Mm. c'est mal. Du coup, toi tu te positionnes comment là-dessus? Ouais, alors c'est vrai que bah, du coup pour le tarot, le normand, les runes aussi même, j'arrive à un certain point où j'arrive à comprendre ce que signifie une rune. Je me réfère pas au livret, mais c'est vrai que pour son oracle, en plus c'est un oracle très particulier parce que c'est pas un oracle du style le temps, le voyage, la liberté, c'est un oracle, le pot de peinture. Le dinosaure. Le dinosaure, le flamant rose. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu as voulu dire là, James? Qu'est-ce que c'est? Et donc, tu ouvres le carnet. Et ce que j'aime bien dans ce livret, c'est que
c'est une page blanche avec 5-6 mots-clés, tu vois, les uns en dessous des autres. C'est pas des énormes pages de texte. Et alors, du coup, le pot de peinture signifie dans la tradition. Non, non, non. Pot de peinture, c'est lâcher le contrôle, en foutre partout, voilà, lâcher un petit peu la pression et libérer la créativité. Et il te met aussi une version à l'envers, inversée, tu vois, genre si tu lis les cartes inversées ou si tu as posé la question en mode obstacle ou problème, voilà ce que ça peut signifier. Et moi j'aime en fait que dans les livrets ce soit assez minimaliste, ce soit assez épuré. Tu vois, quand j'ai un Béline là avec moi, et dans le Béline je préfère me référer au petit carnet qu'il y a ici, qui est écrit en tout petit, où il y a à chaque fois, je sais pas, ouais, peut-être 5-6 mots-clés, que de prendre un gros bouquin avec écrit, alors voilà ce que signifie traditionnellement, symboliquement, la carte du cloître, machin. Voilà, parce que pour moi, je percute plus sur un mot qui va ouvrir un espèce de chemin intuitif ou associatif dans mon cerveau, que toute une page de texte qui m'explique ce que c'est, ce que ça signifie au regard de l'auteur. Parce que le tarot et même le Béline ne nous est pas venu avec un mode d'emploi clair. Le Béline, pour ceux qui l'ignorent, en fait, c'est un voyant qui a sauvé des flammes le jeu de l'oracle Béline. Et sauf que en fait c'était juste un jeu et il n'y avait pas de signification. L'auteur n'avait pas donné de représentation, de signification du truc. Donc c'est lui qui a associé telle carte à telle représentation. Mais nous aussi on peut le faire, tu vois. Donc ouais, pour l'instant je me réfère pas mal au livret, mais je tends quand même à m'en détacher au fur et à mesure. Du coup, j'essaie de, j'essaie de voir comment je demande la chose. Euh, Tu n'es pas dans l'étude studieuse, dans l'apprentissage, dans l'étude de texte, dans les bouquins à foison. Non. Tu es plus dans la pratique. Ouais. Mais du coup, au niveau de la pratique, est-ce que je pense là du coup à Iéna qui rentre en communication, qui considère les jeux de cartes comme des potes, elle les Ouais. appelle ses potes, et elle communique avec eux, alors après vibratoirement, et, enfin voilà, chacun son référentiel. Mais du coup, toi, est-ce que puisque tu n'étudies pas Ouais. forcément le système, est-ce que tu rentres en communication avec tes cartes? Ou est-ce que tu rentres en communication avec toi-même, avec le support des cartes? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Morgane? Ouais, alors effectivement, je suis pas. Pendant longtemps, j'ai eu aucun bouquin sur le tarot. Le premier livre que j'ai eu sur le tarot, c'était lire le tarot avec le Marseille Waite, mais sa version abrégée. Parce que j'aime quand ça va vite. Et très récemment, au Tarot Festival 2022, je lui ai acheté son gros bouquin et je l'ai fait dédicacer. Donc merci Emmanuel. On parle de Emmanuel Liger. Oui, Emmanuel Liger, tout à fait. Lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Liger. Mais c'est un truc que j'ai dans ma bibliothèque et que j'utilise plus trop maintenant. Que bon, parfois je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle a raconté sur justement la Lune, parce que je l'étudie en ce moment. Mais c'est vrai que je suis pas du tout dans cet apprentissage vraiment pointilleux, studieux, académique du tarot. Je suis plus dans son utilisation. Genre, vas-y, donne-moi les cartes et qu'est-ce qu'on fait avec? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Et alors après, quand je tire les cartes, comment ça marche? Je ne les considère pas comme des entités propres, comme Iéna peut le faire. Je ne rentre pas en communication avec le valet de coupe, avec le chariot. Je ne suis pas non plus à me plonger dans la carte et à me dire, oh là là, les symboles, les couleurs, machin. Mais c'est assez rapide en fait. Ce qui se passe, c'est que je tire une carte et poup, ça pop dans ma tête. Le mot, l'image, la scène, l'intuition, le ressenti qui arrive. Alors, est-ce que c'est à force de pratique? Est-ce que c'est des associations d'idées qui se font rapidement entre la question du consultant, son contexte, la carte que j'ai tirée, ce qu'elle représente de manière générale, et le lien que je peux faire entre tout ça, qui finalement est devenu plus rapide avec la pratique? Je sais pas, mais c'est vrai que... Tu te rappelles des débuts? Ouais. L'état d'esprit, est-ce que tu étais déjà dans ce pop ou est-ce que
c'était plus laborieux? Est-ce que c'est... C'était plus laborieux, mais en fait, je me rends compte à mes débuts que je tirais les cartes. Ok, donc j'avais l'oracle G, ok, j'ai tiré le chien avec le soleil. Je vais regarder ce que ça signifie dans mon carnet parce que je sais pas, je connais pas encore. Et c'est à partir de là, quand j'ai dit, ok, le chien, donc on a loyauté, fidélité, amitié, ok, très bien. Et le soleil, ça va être bonheur, épanouissement, ok. Donc je garde ces mots-clés. Et c'est à partir de ça que j'élabore ma réponse, qui est plus élaborée, plus construite et qui est surtout, je mets un point d'honneur à toujours la raccrocher au consultant et au message et à ce qu'il, pas ce qu'il veut entendre, mais ce qu'il a posé comme question. Ça, c'est hyper important pour moi et c'est là-dessus que je mets un point d'honneur parfois auprès de mes apprenants, genre la meuf, des personnes qui apprennent avec moi, euh, de toujours, mais reviens à la question. Qu'est-ce qu'il t'a posé comme question et du coup, quelle réponse est-ce qu'on attend? Si tu tires pas les cartes, on te demande est-ce que ça va aller avec Michael, j'en sais rien, et que tu dis oui, fais-toi confiance, lâche le mental, écoute ton cœur. Mais en fait, c'est pas ça que tu dirais dans une conversation sans les cartes. Tu dirais, mais lâche-le, cet enculé. Pardon pour toutes les personnes sensibles. On mettra un bip. Merci. Non, je rigole. Voilà, ou lâche-le, ou au contraire, ah non, mais pense aux enfants, ou au contraire, mais il va faire des efforts, donne-lui une seconde chance, tu vois. Donc, ramenez toujours votre réponse à la question. Et ça, c'est un truc qui était important dès le départ pour moi. Voilà, je sais pas du tout si j'ai répondu à ta question. Je me souviens plus de ta question. Bon, c'est... Ça ira. Ça ira. Ça ira. Ça suit le fil. Non, du coup, la question c'était est-ce que tu rentres en communication avec les cartes ou non, en fait, tu te gorges, je sais pas pourquoi j'ai ce verbe-là qui me vient, tu te gorges d'un référentiel très simple c'est ça. de mots-clés. Complètement. Et ensuite, tu fais tes propres associations. Absolument, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'ai un carnet d'interprétation que j'ai utilisé surtout pour le tarot. Où en fait, dès que je faisais une formation ou que je prenais des mots-clés dans le livre, justement, lire le tarot avec le Rider-Waite, ou que j'allais voir dans les livrets aussi des autres tarots, des mots-clés que je pourrais ajouter à la base de données d'interprétation que j'avais, bah, je remplis ça. Et quand j'ai des bugs, quand je me dis, oh putain merde, j'ai tiré la carte de, je sais pas moi, l'étoile, je vois pas trop à quoi ça peut faire référence, je vais dans ce carnet d'interprétation et je lis les mots-clés ou les petites phrases qui représentent en fait l'énergie de l'étoile. Et il y a 1, 2, 3 trucs qui vont me percuter, qui vont me dire ah mais voilà, ça signifie ça. Voilà. Ok. Donc effectivement, tu n'es pas dans l'accumulation de ressources, l'accumulation de livres, l'accumulation de jeux, hein, puisque il faut que ça rentre dans l'étagère, comme d'autres, hein, et c'est pas un jugement de valeur, hein, évidemment, c'est chacun s'adapte, chacun approche le jeu de cartes, le tarot comme il ou elle préfère. Ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir, et c'était un peu l'objectif du podcast, justement, d'avoir ces différentes approches qui parleront. Telle approche parlera à telle personne et telle autre approche parlera à telle autre personne. Et c'est ça qui est intéressant de pouvoir partager et s'identifier. Ouais. Et du coup, comment tes jeux de cartes, donc voilà, on est vraiment resté sur les jeux de cartes, c'est cool. Mais tu dis que chacun a son utilisation. Est-ce qu'elle est thématique? Qu'est-ce qui fait que tu vas utiliser un tarot plutôt qu'un petit Lenormand? Ou qu'est-ce qui fait que tu vas sortir le Béline plutôt que l'oracle G que tu as peut-être toujours? Oui, je l'ai toujours, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé lui. Alors, à une époque, je me suis fixé un tarot, une utilisation, style le tarot de Marseille, c'est pour les questions professionnelles, tarot de Marseille-Waite, pardon, c'est pour les questions professionnelles, le monde générique, c'est pour les questions relationnelles, parce que c'est beau, c'est doudou, c'est couleur, c'est rose, et paillettes, machin. Le Spacious Tarot, ça va être pour les questions plus spirituelles, introspectives et tout machin, parce que tu te plonges dans l'univers de la carte. Et en fait, j'ai vite abandonné ça parce que je trouvais que ça me limitait. Et en fait, maintenant, quand je me pose une question ou quand je reçois une question, je me tourne vers mon étagère
et je dis, ok, qui veut travailler? Et parfois, tu sais, j'ai mon regard qui accroche sur un jeu, et j'essaye de m'en détacher, genre, non, pas toi. Et puis, non, ça revient. Donc j'ai dit, ok, très bien, allez, ce sera toi. Et parfois, si j'ai un doute, tu vois, que je prends le Marseille Weight, je leur demande. Je tire les cartes, je dis, est-ce que tu veux travailler aujourd'hui? Je vois s'il y a une carte qui saute. Le diable, ok, non, je te range, bisous. Ou je tire une carte, le soleil, ok, très bien, c'est toi qui travailles aujourd'hui. Donc, Donc, tu as quand même une approche ouais. où tu communiques finalement quand même avec tes jeux de cartes. Oui, c'est ça. Mais pas la carte, c'est le jeu. C'est vraiment. Ça peut s'apparenter à. Il y en a qui appellent ça un pote, tu vois, mais c'est vrai que c'est ce jeu-là. Mais c'est le seul moment avec lequel je communique. Au moment où je communique, c'est qui veut travailler. Et je les laisse s'exprimer. Et ça s'exprime, et c'est comme ça aussi que je choisis mes cartes quand je tire un jeu, quand je fais un tirage. C'est par le regard. C'est mon regard qui est attiré par un en particulier. Oui, parce que du coup, tu nous as parlé du tapis tout à l'heure. Oui, Donc, tu étales tes cartes ouais, et tu pioches. oui, C'est toi qui choisis. c'est moi qui choisis. Parce qu'il y en a beaucoup, on bat et on attend que la carte elle sorte. Ouais, ouais, Euh, j'en parle parce que c'est un peu ce que j'ai tendance à faire. oui. Et j'aimais bien le faire parce que ça me déresponsabilisait. Oui, c'est vrai. En mode, Ouais, non, mais c'est pas moi qui ai c'est choisi, pas donc moi j'ai qui ai pas pu me choisi. tromper. C'est ça, ça a sauté Hein? tout seul. Donc Voilà. c'est. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça comme ça. Parce qu'il y a un côté, effectivement, je n'ai pas biaisé le jeu et la carte a sauté toute seule. Donc c'est le destin. Donc c'est celle-là qui devait sortir. Moi, je suis très maladroite au niveau de mes mains. Donc c'est très rare qu'il y ait une carte qui saute. En général, c'est deux, trois, voire parfois toute une partie du paquet. Donc j'ai vite abandonné cette stratégie-là. Et puis ça dépend aussi pas mal des jeux. Enfin, je veux dire, le Modern U par exemple, c'est glissant de ouf, ça te sort tout d'un coup. Alors que maintenant mon Marseille White, il est assez poli, il est assez rugueux, et du coup ça a du mal à sauter. Donc je préfère étaler les cartes, et effectivement c'est moi qui choisis. Et alors au début, mais c'était tout un sketch, parce que tu vois, je faisais des prières, genre je demande à ce que le jeu de cartes réponde de manière claire et précise à la question de machin. Et puis tu sais, j'étalais comme ça dans un grand geste cérémonial. Et puis je prenais mon pendule, et puis j'étais là, allez, qui c'est qui veut venir et tout, quelle est la carte qui veut sortir? Je prenais une carte, je remettais mon pendule au-dessus. Est-ce que c'est la carte qui doit sortir? Mais ça prenait des Ça plombs. fait des consultations très très Oui. longues, effectivement. J'espère que tu ne factures pas à l'heure. Parce Non, que... bah du coup c'est pour ça que je fais beaucoup de tirages en différé en fait. Hein. Je fais le tirage de mon côté, ça me prend quoi, 3-4 heures, et je reviens vers vous. Je vous fais un compte rendu de 10 minutes. Et voilà, donc c'était tout un cérémonial, mais parce que je me faisais pas confiance. Parce que c'est ça, ce que tu dis, c'est le côté, c'est pas moi qui dois choisir, j'ai besoin d'une validation presque divine de oui, c'est bien ça, continue, tu es sur le bon chemin, vas-y, putain, c'est long, allez là. Que maintenant voilà, je me suis épurée un petit peu tout ça, je bats les cartes, j'étale, bam, celle-là, allez. Et en général, je regarde au milieu. Je regarde même pas à gauche, à droite, je balaye pas, je regarde au milieu, dans mon champ de vision, là, c'est quoi la carte qui m'appelle? Celle-là. Allez, très bien, on y va. Voilà, c'est plus rapide. Ok. Donc, donc c'est vraiment celui qui doit travailler. Tu n'as plus du tout donc pas de thématique, ok. Ouais. Ok, donc pas de question. Enfin, en fonction de la question, en Mhm. fonction du contexte, peu Mm. importe. Ouais. Ça peut être un tarot, ça peut être un oracle, ça Ouais. peut être un petit Lenormand, peu Oui, importe. Tu ouais, arrives à ouais. répondre à toutes les questions Oui. avec n'importe quel jeu. Ouais, ouais, ouais. Après, j'aime bien faire des lives sur Instagram, des lives questions précises. En général, les gens, ils me demandent est-ce que je vais faire ci, est-ce que ça va se passer comme ça. Donc, c'est des questions plutôt fermées. Et là, j'aime bien répondre avec le Béline parce qu'il est très incisif. Il répond très bien à des questions oui ou non. Que le tarot, il a toujours une part positive et négative dans ses cartes. Tu vois, bon, après, chacun son protocole pour répondre aux questions. Mais c'est vrai que le Béline, je l'utilise assez quand on me pose des questions précises. Voilà. Ok, Mm. très bien. Parce que effectivement, en t'écoutant là, j'ai pris conscience que je ne t'ai pas présenté et tu ne t'es pas présenté en début d'épisode. Bonjour. Donc, on va partir du principe que tout le monde te connaît Bien déjà, sûr, mais évidemment. évidemment.
tu l'as un petit peu raconté dans ton histoire en disant que tu avais abandonné ton travail Ouais. de moldu à Oui, l'époque, c'est ça. de orthophoniste, pour te Mm. lancer dans la cartomancie à plein temps. Ouais. Mais ton activité, elle évolue et elle s'ajuste. Parfois, elle revient, elle repart Ouais, ouais, ouais. entre consultation Ouais, et enseignement ouais, finalement, c'est puisque ça. tu parlais de tes apprenants ou de tes Oui, élèves oui, aussi, oui. Mm. on peut dire. Euh, donc, je vais être un peu, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais qu'est-ce que tu enseignes du coup, Mm. puisque tu nous as dit que tu n'explorais pas Ouais. vraiment les systèmes, les significations, Mhm. donc du coup, comment toi tu abordes cette part de ton travail de Mm. cartomancienne, de créatrice de contenu, Mhm. d'enseignement, Mhm. euh, dans le concret? Ouais, ouais, ok. Oui, c'est vrai que moi, je fais pas de formation sur le tarot, par exemple. Donc, oui, pour faire un bref historique, je suis cartomancienne professionnelle depuis 2018, du coup. Je suis passée par cette phase de je fais que des consultations à petit, je transmets en atelier, soit en individuel, soit en petit groupe, des techniques de tirage. Et jusqu'à finalement, aujourd'hui, créer un abonnement avec comme une plateforme en fait d'enseignement où on échange et on partage autour de techniques de tirage. Je suis vraiment là-dessus sur la technique, le concret, la pratique et l'utilisation concrète des cartes. J'admire les personnes qui savent mais parler pendant des heures sur une carte de tarot. Moi, je suis incapable de faire ça. Par contre, je saurais te répondre avec précision quelle stratégie tu dois adopter pour ton business avec la carte du 3 de denier, tu vois. Je saurais te dire exactement ce que tu as à faire, concrètement, le plan d'action, etc. Parce que je suis dans cette logique concrète d'utilisation de cet outil. Et donc, moi aujourd'hui, ce que je transmets, ce que j'ai envie d'apprendre aux autres, bah, c'est déjà de se lâcher la grappe, de se sentir légitime, même si t'as pas de dons, t'as pas de grand-mère cartomancienne, etc. De se faire confiance quant au choix de la carte, de se faire confiance quant à l'interprétation qui leur vient intuitivement, encore une fois, selon leur prisme, selon leur projection, selon la vie qu'ils ont vécue, ce qu'ils traversent aujourd'hui. Et je leur transmets des techniques de tirage, mais somme toute très basiques, très classiques. Ça va être le tirage express en 3 cartes, le tirage en croix, comment on fait pour lire une carte à l'envers, comment on répond à une question fermée, comment on fait pour faire un tirage à un consultant, que ce soit un proche ou quelqu'un d'un point de vue professionnel, etc. etc. Donc j'ai tout un programme sur un an là qui est en cours de route. Euh, et, euh, et je m'éclate en fait à faire ça. Et c'est vrai que on n'étudie pas le tarot. J'ai appelé ça le labo tarot parce qu'on expérimente et j'avais pas envie qu'il y ait des laborantins qui se perdent sur mon compte à dire mais attends, on m'avait vendu des expériences scientifiques, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites avec vos cartes là, Shaitan? Et donc j'ai appelé ça le labo tarot parce que j'aime bien faire des petites allitérations aussi, des petits jeux de mots, c'est sympa. Mais en réalité, on n'étudie pas le tarot. On n'étudie pas les cartes, carte par carte. On n'étudie pas non plus les oracles. On n'étudie pas le petit Lenormand. On utilise nos outils, on l'applique sur un protocole et on interprète à partir de ce que l'on sait et de ce qu'on a éventuellement dans nos étagères en termes de bouquins de référence. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair. Oui, je crois, mais Ouais. c'est bien, ça me fait rire que tu parles d'outils parce que depuis 3 minutes, j'ai l'image de la boîte à outils. Ouais, Je te vois comme une boîte à outils c'est ça. qui, et, euh, et c'est ça. Et du coup, en parlant de boîte à outils, donc avec toutes ces utilisations très concrètes, Ouais. très directes, peu importe le jeu de cartes, toi tu Oui, peux faire n'importe quel jeu de cartes peut répondre à n'importe quelle oui. question. Et justement, ça me fait penser à une question, cette différence que beaucoup faisaient, continuent parfois à faire, Mm. de distinction entre psychologique, Mm. divinatoire, Mm. coaching Ouais. ou introspectif, Ouais. ou est-ce que toi tu fais des distinctions? Hum, En fait, c'est pas tant la pratique que je distingue, c'est plus la nature de la question qui va être effectivement plutôt divinatoire, prédictive. Quand tu demandes quelle pourrait être l'évolution de telle situation, bon, ben là, tu es dans du divinatoire, du prédictif, on cherche à savoir qu'est-ce qui va se passer. Quand tu vas poser la question pourquoi est-ce que telle personne se sent comme ça, là, tu es plus dans de l'introspection, du psychologique. Mais je pense qu'il y a
un peu tout dans un tirage, tout se mêle et pourquoi mettre des barrières en fait, hein? Je pense que ça aussi c'est un truc qui est assez ancré en moi comme croyance et peut-être même comme conviction, c'est qu'à partir du moment où tu tires une carte, tu fais du divinatoire. Parce que tu poses une question, tu t'attends une réponse, qu'elle soit de nature psychologique, guidance pour obtenir un conseil ou divinatoire, enfin prédictive pour savoir où tu vas, tu fais du divinatoire, tu poses une question à une carte et tu vas élaborer un message à partir de mots-clés ou de représentations symboliques qu'elle te délivre. Donc tu es déjà dans la divination, dans un petit peu la magie de cet outil. Même si aujourd'hui c'est vrai que il tend à avoir une utilisation et une dimension un peu plus pragmatique, un peu plus terre à terre. On essaye d'enlever tout le domaine, tout le côté un peu mystique, ésotérique, hermétique, pour le rendre un peu plus concret, un peu plus Acceptable acceptable, aussi. exactement. Euh, mais il y a toujours quelque chose de magique qui se joue derrière le fait de tirer une carte, quoi, et d'avoir un message qui parfois, mais pah, est hyper percutant, quoi. Et du coup, double question pour enchaîner sur ce sujet. Ouais. Tout d'abord, est-ce que du coup tu crois Mm. au destin, à cette divination que les Ouais. choses sont écrites? Ouais, c'est une très bonne question. Et deuxième question subsidiaire, est-ce que du coup tu as, mis à part cette pratique très concrète de j'ai une question, je sors mes cartes, je réponds à la question, Mhm. en dehors de cette pratique-là, est-ce que tu as d'autres pratiques avec les cartes, Mm. plus magiques, Mm. plus de sorcellerie, Mm. de méditation? Ouais. Je vais répondre à ta deuxième question parce que ça va être très rapide. Non, j'ai pas d'autre utilisation. Très bien. J'ai pas d'autre utilisation. Faut faire durer le podcast. Ouais, hein, pardon, il faut excuse-moi. développe. Développe un peu, Non, s'il je te plaît. rigole, c'est bon. On Ouais, a il a plus dépassé d'une heure. l'heure de podcast. Ça va. Le contrat est rempli. Super, je suis contente. On peut y aller tranquille. Nickel. Donc non, j'ai pas d'autre utilisation magique, ésotérique ou introspective, créative même, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui vont écrire des bouquins avec leurs cartes de tarot, ce que je trouve absolument fascinant. Moi je suis intéressée par ça, par qu'est-ce que tu fais avec les cartes, comment tu peux les utiliser autrement justement que d'une manière très voilà divinatoire où on va répondre à une question. Mais c'est pas quelque chose que je pratique, mais je suis assez fascinée par toutes les utilisations qu'on peut avoir. En ce qui concerne le côté est-ce que je crois qu'il y a un destin, est-ce que je crois que tout est écrit, je suis un peu partagée. Je crois dur comme fer qu'on a un libre arbitre. Je crois dur comme fer que même si je te dis, bon ben voilà, cette année tu vas tout cartonner, ça va être incroyable, niveau amour tout va bien, niveau professionnel tout va bien, et que toi tu as envie de t'auto-saboter, consciemment ou inconsciemment, et que finalement bah, rien ne va dans ta vie, bah, c'est toi qui l'auras choisi, tu vois. Donc je crois au libre arbitre, mais je crois aussi que il y a des choses qu'on doit vivre. Il y a des choses qu'on doit vivre, par lesquelles on doit passer, qui sont prédites aussi par les cartes. Enfin, moi, pendant longtemps, j'avais proposé des tirages de l'année, et donc qui consistent à tirer une carte par domaine de la vie, donc une carte pour ton année professionnelle, ton année personnelle, etc. Et je donnais aussi parfois des jalons temporels. Donc bah là, je vois une rencontre autour du printemps. Là, je vois un départ en voyage autour de l'automne, plutôt septembre-octobre. Et quand tu as les personnes qui, des mois après, viennent te dire « Putain, t'avais raison, c'est exactement ça qui s'est passé », tu te dis oh, « Putain, quand même, il se passe un truc là, il y a un truc. Il y a quelque chose de l'ordre de t'as prévu, il y a des mois de ça, qu'elle allait rencontrer un mec à la fin de l'été, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est quand même fou. Donc je pense qu'il y a des choses par lesquelles on doit passer. Je pense que on y va plus ou moins vite en fonction des actions qu'on met en place, et je pense que les cartes peuvent être un très bon guide pour ça. Ben merci. Je voulais parler d'une dernière chose parce que j'y ai pensé à un moment et puis j'ai laissé passer le coche, mais je voudrais y revenir avant de clôturer le podcast. On a parlé des runes. Oui. Et donc je voudrais que tu nous en parles un petit peu peut-être pour Ouais. celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Évidemment, je vais le relier à la thématique du podcast, hein, puisqu'on parle de cartothèque, on parle de cartomancie, on parle de jeu de cartes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, je ne sais pas, en tout cas,
Je dis de plus en plus parce que moi en boutique j'en ai rentré 2-3 ces derniers mois, Ouais. des jeux de cartes qui sont basés sur les runes, qui Oui. représentent les runes. Oui. Donc je voudrais avoir un petit peu, que tu nous racontes un petit peu ce que sont les runes, comment toi Mm. tu es rentré dedans, parce que je sais que ça a quand même pris une place Ouais. importante dans ta vie. Mm. Comment tu es rentré dedans, pourquoi les runes, Ouais. et, et en question subsidiaire, si tu le veux bien, cet aspect plus spécifique de la rune sur la carte, Ouais. par rapport à une rune, Gravé, c'est pas gravé la sur le bois. tradition. Oui, oui, oui. Voilà. Ok. Waouh, vaste sujet, mais passionnant. Alors, les runes, pour faire un historique rapide, ce sont des symboles, des glyphes. Ce sont des symboles qui nous viennent des pays nordiques, qui représentent en fait, qui sont un alphabet. Tout simplement, c'est un alphabet. C'est comme si dans plusieurs dizaines de milliers d'années, enfin, peut-être pas dizaines de milliers d'années, mais plusieurs millénaires, il y a eu un cataclysme, on a perdu le langage et quelqu'un tombe sur un alphabet, tu sais, d'enfant là, avec le A en bois en rouge, le B en bleu, etc. Et qui se disent, oh mon Dieu, c'est un message des dieux, tu vois. C'est un peu ça, ce qui s'est passé avec les runes. Les archéologues ont découvert ces glyphes tracés sur des pierres et se sont dit, ouais, il y a quelque chose. Et alors, il y a toute une dimension ésotérique qui s'en est saisie en mode c'est un moyen de communication avec les dieux, et puis des personnes beaucoup plus terre à terre qui se sont dit non mais c'est un alphabet en fait, le féou ça veut dire f, Ourouz c'est ou, c'est le son ou, voilà, chaque lettre, chaque rune a son son. Mais il y a tout Un terrain de jeu, je te coupe, un terrain de Oui, jeu idéal pour une orthophoniste. carrément, mais on est d'accord, je veux dire, c'est assez fascinant, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus fascinant, c'est que Féou, par exemple, qui est la toute première rune du Futhark, Féou représente une espèce de F, ça ressemble à un F, ça fait le son F, et ça représente le souffle. Ça représente le souffle primordial, l'énergie, en fait, le feu qui nous a été transmis par les dieux, la vie, quoi. Donc c'est assez fascinant de voir ce lien entre la forme de la rune, le son qu'elle fait et la symbolique qu'elle a. Donc voilà comment nous sont transmis les runes, d'une part d'un côté très terre à terre, bon, c'est un alphabet, et d'autre part, eh bien, c'est un moyen divinatoire de communication avec les dieux, parce qu'il y a toute une mythologie autour des runes qui raconte que ce serait Odin, donc le père de tout, qui est un peu le dieu des dieux chez les Norrois, les anciens Norrois, qui aurait transmis les runes aux humains pour communiquer avec les divinités. Et c'est resté ça, même s'il y a eu plus tard des études archéologiques qui ont été faites là-dessus, qui ont un petit peu voilà, démonté, on va dire, l'utilisation des runes d'un point de vue rituel et magique. Ben c'est quand même resté, parce qu'on aime bien ça. C'est comme aujourd'hui utiliser la pop culture ou les personnes de pop culture d'un point de vue ésotérique et magique. Je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut, enfin voyons, bordel de cul. Et donc on se sert des runes, à la fois pour faire de la divination, comme on utiliserait un tarot ou un oracle, mais aussi d'un point de vue magique, donc pour faire des rituels, pour justement solliciter ou invoquer cette énergie, l'énergie du feu primordial, par exemple, de Féou. Et puis, il y a probablement d'autres utilisations un peu plus particulières. Je sais qu'il y en a certains qui vont l'utiliser en rituels magiques, presque médicaux, tu vois. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont associer la rune à une énergie vraiment qui peut avoir un impact sur soi, comme les pierres, les cristaux peuvent avoir un impact d'un point de vue énergétique, tu vois, pour ceux qui croient en la lithothérapie. Et donc voilà, on utilise l'onde de forme de la rune pour transmettre une énergie. Alors moi, au milieu de tout ça, comment je suis tombée là-dedans? Ben, dans une boutique ésotérique à La Réunion, bien sûr. Tout vient de la Réunion. Ben oui, le point de départ de ma vie, c'est La Réunion. Et je me balade dans les rayons et je tombe sur un petit pochon très intriguant, un pochon noir qui fait gling, 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 gling. Je demande à la dame qui est là, est-ce que je peux l'ouvrir? Elle me dit, oui, oui, allez-y, regardez. Donc j'ouvre ce pochon, je tombe sur des petits morceaux de bois avec des gravures dessus. Et je vide ça et je les retourne toutes et putain, il se passe quelque chose. Et tu sais, naturellement, j'ai envie de mettre mes mains dessus, genre voilà, j'invoque l'énergie et tout.
Et la nana qui tenait cette boutique ésotérique, elle se retourne d'un coup et elle me dit « Pardon, mais vous faites quoi ?» Et je suis là, je dis « Rien, enfin, pardon, désolée, je suis désolée. » Tu sais, sur le moment, je me suis dit, peut-être qu'elle pense que je suis en train de les voler, tu sais. Et je suis là, ah pardon, désolée. Elle me dit, non, non, mais c'est pas grave, mais qu'est-ce que vous venez de faire là? Je dis, je sais pas, j'ai juste mis mes mains, pardon. Et elle me dit, non, mais il s'est passé un truc là, vous allez les prendre? Je dis, bah ouais, peut-être. C'est une bonne technique de vente, ça. Carrément, je vais la retenir. Carrément. Mais il s'est passé un truc là Non, quand mais vous avez approché votre main de ce tarot. Regardez le pendule comme il bouge à votre approche, c'est incroyable. Je me moque, J'ai mais dit, ouais, ben c'est vas-y, sérieux. ok. Elle m'a dit, putain, elle m'a dit, j'ai senti un espèce de vortex énergétique. Et moi, tu sais, moi, j'avais rien senti du tout. Donc, je dis, ok, d'accord, écoutez, je vais vous les prendre, hein. Donc, je les prends. Et c'est vrai que quand je pars de la boutique, je rentre dans ma voiture, je mets mes runes là, dans ma voiture. J'ai eu une envie de mettre à fond une musique d'un groupe qui s'appelle Wardruna, qui fait du pagan folk en vieux norrois, et de mettre ça à fond. Et j'ai hurlé pendant tout le retour. J'étais comme ça là. Genre, tu sais, il y a quelque chose qui se réveille. Il y a une vie antérieure là qui est remontée en mode ouais, coucou, tu étais chaman et tu utilisais les runes pour parler aux dieux vikings. Et je te jure, j'étais là, ouais, il se passe un truc de fou. Et ça m'a tellement fait peur, cette énergie là, hyper féroce, hyper primaire, brutale, que je les ai plus touchés pendant des années. T'as fait ton trajet de voiture Ouais. à fond, Ouais. genre en mode nouvelle vie incroyable. On va à la guerre. Et t'es arrivé chez toi et tu t'es dit, oh mince, là je vais... Ouais, ça va pas du tout. C'est trop fort pour moi. C'était la première fois que je sentais un truc énergétique. La toute première fois que je sentais vraiment la montée énergétique. Donc j'ai foutu ça dans un placard, j'y ai plus touché, mais je les ai encore, ces runes. Et c'est... Oui. Petit aparté, tu écoutais quand même déjà, avant de tomber sur les runes, de la musique. Tu dis Pagan norrois, folk, oui, pagan. Comme bien, quoi, il y avait déjà un petit lien quand même. même. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y avait un truc. J'étais très attirée par ces musiques-là, ces tambours, les cris et tout. Et donc, les runes, je les oublie jusqu'à très récemment. En fait, c'était au début de l'année 2023. Je pars faire une retraite spirituelle avec d'autres personnes aussi perchées que moi. Et je m'entraîne à faire des voyages un peu chamaniques, enfin je ne vais pas dire chamaniques, mais des voyages méditatifs où je me connecte à l'âme, je ne sais pas à quoi je me connecte, mais je me connecte à l'énergie de la personne, on va dire. Et j'ai essayé, le but c'était de trouver quelle est la divinité tutélaire de la personne. Et c'était une expérience absolument fascinante parce que même en ignorant tout de l'histoire de la personne, j'arrivais à voir des images assez claires, nettes, de scènes de vie, de scènes un peu parfois cheloues, mais qui avaient énormément de sens pour la personne en face. Et donc c'était assez fascinant jusqu'au dernier voyage que j'ai fait où au moment de rentrer, donc je m'imagine en fait sur un chemin et puis je reviens sur le même chemin pour revenir à moi, revenir à la conscience, je me fais arrêter par un gars qui me dit un dernier message. Et je me dis oui. Je vous écoute. Je suis là, je vous écoute. Et rien. Ce mec s'évapore. Et je me retourne. Et là, le chemin sur lequel je suis s'assombrit. De la neige est en train de tomber, donc est en train de recouvrir tout le paysage, à part mon chemin. Des guerriers vikings arrivent autour de ce chemin, habillés de peau, avec les casques, mais sans les cornes. Les cornes n'existaient pas sur les casques vikings. Avec des lances, avec des épées, avec des haches, truc hyper menaçant. Je vois ça, je me retourne du coup pour rentrer fissa chez moi, parce que je me dis, ça va mal se passer cette histoire. Et là, est devant moi, le dieu Odin. Et alors, comment tu le reconnais? Eh bien, parce qu'il lui manque un œil. Et donc, je vois son œil rouge briller, être face à moi. Et juste, il est là, et puis il est présent, et il sourit, mais comme une espèce de validation. Parce que quand je pars en voyage, je me vois comme une pèlerine avec un bâton. Et c'est un des gars de la retraite qui me dit « Tu devrais graver la rune Elaz, qui est la rune de protection, sur ton bâton. »
Et je lui dis, ah oui, c'est quoi comme rune? Et puis il me montre, c'est une espèce de Y à 3 branches. Et je lui dis, mais je le fais déjà ça. Il me dit, ah bon, mais tu connaissais? Je lui dis, bah non, mais en fait, naturellement, je me faisais cette rune-là sur le bâton. Il me dit, ah ouais, ok, donc t'as un truc, il y a un truc. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée devant Papa Odin, comme je l'appelle, il a regardé mon bâton avec la fameuse rune gravée, puis il m'a regardé, puis il a souri, puis il m'a laissé partir. Et tu vois, sur le moment, je me suis dit, oh, il s'est passé un truc de ouf là. Je suis pas de celles qui croient, comme je te disais, qui croient en l'énergie des guides. Je suis pas la meuf la plus spirituelle du game, du tarot game. Mais pour le coup, ça m'a fait un truc de ouf. Et c'est là que je me suis remise du coup à l'étude des runes et à leur utilisation d'un point de vue divinatoire, mais aussi de communication avec les divinités norroises. Voilà, donc je parle aux dieux des Norrois. Bon, c'est très éloigné de la cartothèque, mais Carrément. du coup, on va boucler la boucle. Du Ouais. coup, aujourd'hui, il y a effectivement les runes sont de plus en plus intégrées Mm. à des jeux de cartes Ouais. que tu as, Mhm. notamment le Green Glyph Ouais. rune. Ouais. Du coup, toi, au niveau de ton utilisation des runes, est-ce que tu les préfères du coup sur tes bouts de bois, sur Ouais. de la pierre? Parce Mm. que je pense notamment là, c'est le Cosmic Cycles qu'on a déjà Mm. évoqué au cours de ce podcast qui va sortir en édition Pink Edition, édition Ouais. spéciale. Ouais. Et le full package comprend un jeu de runes Ah, ok. sur je pourrais te les montrer, Mhm. sur des pierres en quartz rose, puisque Ok. Pink Edition, Ouais, bien donc sûr. voilà. Cali. Mais du coup, toi, Mm. tu les utilises aussi sur des cartes. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais. Et est-ce que, de ton opinion, hein, évidemment, Ouais. on parle de toi là, est-ce que ça a un effet, un impact particulier? Est-ce que c'est Mm. plus facile à utiliser en jeu de cartes que Mm. en... Voilà, Mm. un peu Ok. toutes ces questions Ouais. pour revenir un peu sur la thématique Ouais, du bien sûr. voyage. Ouais. Tu parlais de voyage Carrément. méditatif, donc ça c'est chouette. Ouais. Du voyage en cartothèque. Et puis je pense qu'on clôturera Ouais, bien sûr. l'épisode là-dessus. Carrément. Bah, un peu à l'image de mon attachement au Rider-Waite, enfin à l'imagerie du Rider-Waite classique, c'est vrai que je suis très attachée à la rune gravée sur du bois. Alors, les puristes te diront, il faut faire son propre jeu de runes, mais je suis désolée, on n'est pas tous ébénistes en fait. On n'a pas tous les capacités, les compétences et les outils pour faire notre propre jeu. Donc, ça s'achète très facilement, un jeu de runes en bois. Je crois d'ailleurs que tu en vends. J'en avais eu à Ah une ouais, période, j'en avais eu un ou deux. ok. Que t'es d'ailleurs de la même créatrice que le Moderne U, qu'on a Ah oui, longuement voilà, évoqué. tout à fait. J'avais mis beaucoup de temps à les vendre. Je me Ok. demande si tu m'en avais pas pris un. Non. Bon, bah non, c'était quelqu'un d'autre alors, c'est pas grave. Et du coup, c'est vrai que j'en ai jamais recommandé. Ouais. Ben, moi, je préfère effectivement sur support en bois pour une question très traditionnelle. En fait, on ne tire pas les runes, on les jette, on les balance traditionnellement sur un tissu blanc avec tout un protocole, tout un rituel. Mais après tout, voilà, on vit dans un monde moderne et on n'est pas obligé de reproduire tout ça. Donc, ouais, je prends mon jeu de runes, je les mélange. Il y en avait 26. Ouais, je sais plus. Oui, bref, une vingtaine. Et tu les mets dans tes mains et tu les laisses tomber, tu les fais tomber sur un tissu qui peut être illustré d'ailleurs, parce que le Green Glyph, le coffret Green Glyph est aussi... enfin, il y a un tapis de tirage avec des emplacements, oui, non, peut-être, ou passé, futur, présent, etc. Passé, présent, futur, pardon. Et donc, tu vas jeter tes runes et tu regardes qui est tombé, qui est à l'endroit, qui est à l'envers, qui pointe vers qui est à côté, etc. Et ce que tu peux pas forcément faire avec un jeu de cartes. Donc, les cartes, enfin, les runes sur les cartes, tu peux les utiliser, mais plus effectivement comme un tarot ou un oracle où tu vas battre tes cartes, tu vas les étaler, ou quelle que soit la façon que tu utilises. Et tu vas placer tes cartes vraiment, tu vas les choisir, voilà, telle carte c'est la force, telle carte c'est la faiblesse que c'est différent en tout cas avec les runes en bois. Et donc moi je préfère les utiliser. J'ai utilisé les runes en bois que j'ai acheté à La Réunion et que du coup j'ai toujours, j'ai toujours avec moi. Super. Voilà. Ben, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié, une question que tu aurais aimé que je te pose ou... Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour.
Je suis très contente d'avoir été là avec toi, Nico. C'était très cool. Et continue parce que c'est super de pouvoir avoir le point de vue, la vie, la vision de chaque personne que tu invites et qui ont des utilisations différentes et des points de vue différents et des attachements, affections particulières. Je pense que c'est cool d'offrir en fait ce panel de personnalités, on va dire, à travers lesquelles les gens peuvent se reconnaître ou pas d'ailleurs. Voilà. Ou pas, effectivement. Mais merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu, évidemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous connaissez, je pense, la chanson, à mettre 5 étoiles, à liker sur YouTube, Lâche tes com. à partager, à vous abonner, voilà, parce que ça aide à faire connaître ce podcast et ça aide les fameux algorithmes auxquels nous sommes un petit peu soumis malgré nous. Voilà. Merci encore. Tu étais donc ma 4e invitée, donc tu as pris la place de l'empereur. Ce qui me convient très bien. Et je trouve que l'empereur / boîte à outils de la cartomancie t'allait bien. On peut quand même te retrouver sur Instagram essentiellement. Oui, ouais, c'est là-dessus que je fais... c'est ma vitrine en fait, c'est là-dessus que je partage mes tirages, mes conseils, mes techniques, mes astuces, mes formations aussi. Là, en ce moment, je suis en plein lancement du Labo Tarot, donc le fameux abonnement où vous rentrez, on apprend ensemble des techniques de tirage, on pratique ensemble, il y a des échanges de tirage en direct qui se font entre apprenants et moi en supervision. Et donc voilà, donc surtout sur Instagram, je communique surtout là-dessus. Où tu offres aussi beaucoup de ressources gratuites ouais. que je prends pas toujours le temps de faire. J'essaie, mais c'est toujours hyper intéressant. Merci aussi pour tous ces partages, tout ce travail et tout ce partage que tu offres. Avec plaisir et c'est normal en fait. Enfin, je trouve qu'il faut trouver un équilibre entre ce qu'on offre gratuitement comme technique, comme outil, comme tirage, comme conseil, mais aussi ce qui va nous permettre de vivre et de continuer à faire des choses gratuitement. Et je sais que Grégory, la semaine dernière, trouvait un peu dommage cette commercialisation qu'il y a autour du tarot. Mais moi, je vais prêcher pour ma paroisse. En fait, je vis du tarot depuis 2 ans, du tarot, des oracles, de la cartomancie. Je suis très heureuse de vivre de ma passion. Pour certaines personnes, je suis même arrivée à devenir un espèce de modèle. Et je suis très contente de pouvoir continuer à le faire. Et je trouve cet équilibre entre ce que je vous demande de payer, à un moment donné il faut mettre de l'argent sur la table, et ce que je vous offre aussi gratuitement, qui peut vous donner envie de découvrir mon travail. Mais si je donne tout gratuit, en fait je retourne en orthophonie et je meurs, bien sûr. Tout simplement. Non mais c'est évident. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis on te retrouve donc sur Instagram. Moi, Nicolas, le Salon des Arcanes sur Instagram aussi, mais pas que. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Voyage en Cartothèque. À bientôt. À bientôt, merci. Nickel. Et voilà. Au revoir.